des images cette semaine, les unes plus saisissantes que les autres. La rayonnante grande mosquée Massalikul Jinan de Dakar, Massalikul Jinan, du nom de ce livre que Cheikh Ahmadou Bamba avait écrit, il n'avait que 18 ans. Inauguration donc vendredi, au cours de laquelle Macky Sall et Abdoulaye Wade se sont donné la main sur la demande du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Bonjour, Maître Abdoulaye Babou. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de Touba où vous résidez depuis quelques années. Il faudra désormais compter Dakar, la capitale, comme un fief de plus pour la Mouridia. Vous avez parfaitement raison. De toute façon, depuis le rappel à Dieu de sorte de Degen Chimère, j'ai pris mes bagages et je suis rentré tout bonnement à Touba. En bon talibé, je dis bien, parce que en dehors de mon travail, je me consacre totalement à la religion, au talibé. Vous avez bien raison et vous avez campé l'événement Massalikul Jinan. Et je voudrais dire tout juste 2 mots pour camper le débat. Parce que certains nous écoutent, mais peuvent ne pas appréhender ce qu'est Massalikul Jinan. Massalikul Jinan a été écrit par le saint homme à l'âge de 18 ans. Et il dit quelque chose d'important que je me permets de lire. Tout ce qui se trouve dans cet ouvrage est authentique. Suis-le donc avec confiance. Que ma faible renommée dans cette génération ne te pousse pas à refuser cette œuvre pie. Ne te laisse pas abuser par ma condition d'homme noir pour ne pas en profiter. L'homme le plus estimé auprès d'Allah est celui qui le craint le plus sans discrimination d'aucune sorte. La couleur de la peau ne saurait être une cause d'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. En 2 mots, ce message en lui-même est plein de signification. Le saint homme nous rappelle que seul vaille la référence à Dieu et à son prophète. Que ce n'était ni lié à la couleur de sa peau, ni à son âge. Tout ce qu'il a demandé, tout ce qu'il a écrit dans Massalikul Jinan, nous sommes en train de vivre ces événements au jour le jour. Donc, l'inauguration de la mosquée de Massalikul Jinan elle-même en est la forte illustration. L'expansion du mouridisme, l'expansion du message de Serigne Touba. Moi qui vous parle, en 1991, je suis parti avec Serigne Mourtada Mbacké aux États-Unis. Vous avez tous entendu parler les Bamba Days. Les Bamba Days. À l'occasion, Serigne Mourtada m'avait demandé d'acheter une maison, la première maison Serigne Touba, Edgecombe Avenue, numéro 5. Et je l'ai fait. Et quand j'ai demandé au Saint-Homme, après avoir négocié avec les avocats de la mairie qui nous ont vendu cet immeuble, j'ai dit à Serigne Mourtada, quel nom devrais-je mettre pour dire comme propriétaire? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Momelu Yalla. J'ai gardé tous ces documents jusqu'à son rappel à Dieu que j'ai remis à son khalifa, Serigne Mamor Mourtada Mbacké. Donc, Serigne Touba peut être résumé très simplement. L'adoration de Dieu et de son prophète. Et pourquoi cette conquête de Dakar? On va mettre conquête entre guillemets, parce que les Mourides, ils sont partout, et bien sûr dans la capitale, mais pourquoi cette conquête de Dakar via la grande mosquée Massalikul Jinan a pris tout ce temps-là? Non, bien au contraire. Mais vous avez bien fait de dire conquête. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, parler de mouridisme était un problème au Sénégal. Je vous donne un exemple concret. Je vous ai parlé tout de suite de Serigne Mourtada. C'était en 91. Quand nous sommes revenus de ce voyage, je ne sais pas si vous vous rappelez du journaliste Clédor Diagne. Vous vous rappelez? De Radio Sénégal. De Radio Sénégal. Nous étions venus avec des enregistrements.
Mais la RTS, en son temps, avait refusé la diffusion de ces éléments. C'est une réalité. Et je vous donne un exemple encore un peu plus frappant. C'est l'État, ça? C'est l'État alors qu'il n'a pas voulu? Absolument. Et pourquoi? C'est l'État, je ne sais pas. Mais je vais vous donner encore un exemple. Sous la présidence d'Abdou Diouf. Absolument. Je vous donne encore un exemple plus frappant, parce que nous sommes tous vivants jusqu'à présent. Abdoulaye Ndiaye, qui fait une chronique chez vous, n'est-ce pas? Oui. Abdoulaye est un grand talibé mouride. Nous étions ensemble à Paris, c'est là où on a fait nos études. Une fois, j'avais été invité à Touba. Lui, il y était. Nous devrions faire un reportage. En son temps, je crois, le directeur de la radio s'appelait Gila Cham, n'est-ce pas? C'est pas un Gila Cham? Si. Voilà. Quand il a fait le reportage, une fois revenu à Dakar, il a voulu faire passer donc ces éléments à la télévision, mais ça a été le tollé jusqu'au sommet de l'État. Heureusement qu'il y a eu quelques images qui sont passées, mais Gila Cham en son temps a tout fait pour que ces images ne passent pas. Enfin, pour clôturer ce qui... Mais comment on va s'arrêter? C'est important. Comment expliquer cette sorte de phobie de l'État vis-à-vis, à l'époque, peut-être que ce n'est plus le cas, on ne sait pas, mais à l'époque, pourquoi cette phobie de l'État à voir les messages de la Mouridia enseignés? Vous le savez tous, les premières années d'Abdou Diouf, alors n'ont pas été de tout repos avec l'ancien calife Serigne Abdoulaye Khan Mbacké. C'est par la suite que ça s'est amélioré. Moi qui vous parle, j'étais membre du Parti Socialiste. Et j'ai démissionné en direct du Parti Socialiste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un magal, je ne me souviens pas de l'année, où il n'y avait pas d'eau du tout pendant toute la période du magal. Et tout le monde pensait que c'était un sabotage de la part du pouvoir. Moi, je me rappelle, c'est en venant que j'ai démissionné du Parti Socialiste. Et j'étais membre du comité central. Donc, avec Abdou Diouf, par la suite, ça s'est arrangé. Mais véritablement, on peut comprendre que c'est sous Abdoulaye Wade que le mouridisme alors, a connu son expansion. D'abord, l'extension du titre foncier de Touba. Touba est un titre foncier. C'est Abdou Diouf qui l'a élargi. Ensuite, d'autres possibilités. Mais le mouridisme étant, je ne dis pas une confrérie où les gens sont dynamiques, où les gens travaillent, tout le monde connaît la discipline des mourides, les ndigal. Alors, et ça, Serigne Touba aussi l'avait demandé à son Seigneur. Abdou Diouf était-il un anti-mouride? Ah, je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que d'abord, je ne l'ai jamais entendu le dire. Mais en tout cas, je peux mesurer deux faits. Ces deux faits. Il y a encore un autre fait dont j'évite de parler parce que ça risquerait de créer quelque chose. Je n'en parle pas parce que je n'aime pas quand même créer des problèmes. Mais moi, ce que j'ai vécu avec le président Abdou Diouf, il n'a pas posé les actes positifs concernant le mouridisme. Pour le reste maintenant, je me garde de tout dire. Xam lépp wax lépp baaxul. Maître Abdoulaye Babou, l'invité du grand jury d'RFM, pour reparler de l'inauguration de Massalikul Al Jinan, cette grande mosquée à Dakar, inauguration vendredi dernier. Cette précision du khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, il dit c'est une grande mosquée pour tous les musulmans. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Serigne Touba n'est pas sectaire. Il n'a jamais enseigné un sectarisme. Alors, je ne sais pas si je dois révéler ce que je sens actuellement ou pas, parce que ça risque de faire tilt dans la tête des gens. Je vais le dire. Vous savez, tous les ans, en son temps, j'avais l'habitude d'organiser un grand magal pendant 7 jours. Des gens venaient de Dakar, chez moi, Kamir, Wache Kamir comme on dit, 4 Kamir par jour. Le 7e jour correspondait alors au 28e jour. Je vais vous dire ce que j'ai vécu. C'est peut-être pas rationnel, mais vous allez comprendre. Il y avait ici des daïres Tidjane qui quittaient Dakar pour venir à Touba. Chez moi, et Timis, après la prière de Timis, ils faisaient leur wasifa. Mais on me l'a reproché. Les gens qui étaient avec moi me disaient, mais Ablaye, comment tu peux faire ça? Magalgi, tu permets à des Tidjanes de venir étaler leur drap blanc di woy seeni way. Billahi, wallahi. Je prends Dieu à témoin.
en rêve, j'ai vu Serigne Touba qui m'a dit Abdallah nii nga def mooy noonu benn la de mbir mi benn la de bu ci génn. Quand j'ai raconté ce rêve à mes amis, depuis lors, ils n'en parlaient plus. Vous êtes rassuré quand vous avez vu, après l'inauguration de Masalik El Djinan vendredi dernier, des jeunes de la confrérie Tidjane envahir Masalik El Djinan et faire leur Khadra Juma. Absolument, c'était un plaisir immense. N'oublions pas aussi, comment ils appellent les dirigeants de l'école catholique Sainte, comment encore, qui ont ouvert leurs portes aux musulmans parce qu'il y avait trop de monde. Pour permettre aux musulmans de prier. Mais c'est ça le Sénégal. C'est ça. C'est l'unité des cœurs. Parce qu'il y a quelque chose que les Sénégalais ne savent pas. Est-ce que vous savez dans les chassidis de Serigne Touba, et je prends un exemple Sindidi, mais Serigne Touba loue les qualités de Jésus, d'Abraham, de Jonas, comme des gens élevés, proches du bon Dieu. Et alors, je l'ai une fois montré ce chassid de Sindidi à un chrétien qui n'en revenait pas. Mais c'est Serigne Touba qui loue les grands penseurs, les grands maîtres de la chrétienté, à fortiori des musulmans comme nous. Il y a une bonne partie des fidèles mourides, surtout les jeunes, qui ne comprennent pas ces messages-là, qui ne comprennent pas ces philosophies de Cheikh Ahmadou Bamba. Comment rectifier, comment amener tout le monde à vraiment comprendre la posture éternelle de Serigne Touba vis-à-vis de toutes les communautés religieuses, notamment musulmanes? Il n'y a qu'une seule voie, s'imprégner des écrits de Serigne Touba, de ses chassidas. Tout le monde connaît alors la quantité de chassidas. On parle de 7 tonnes, etc. Mais moi, je veux être mesuré. Il en a écrit, il a été le plus grand écrivain de tous les temps. Mais il suffit de s'imprégner. C'est tout. Même Masalik El Djinan. Je me souviens à l'Assemblée nationale, j'avais interpellé une fois... Le livre, il est là. J'avais interpellé une fois le ministre de l'Éducation, Moustapha Souran, sur la portée de Masalik El Djinan. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Si on se permettait à enseigner Masalik El Djinan, on aurait résolu tous nos problèmes. Mais malheureusement, les blocages, vous savez, les blocages sont toujours là. Mais Masalik El Djinan est une référence. Itinéraire du paradis, ça règle les problèmes de tout le monde, de tout être humain, à fortiori des musulmans. Cette cohésion sociale à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, qui a été quand même menacée de déstabilisation récemment par certaines postures, comme ces déclarations enregistrées après les premières publications de la rédaction de l'Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, justement ces contestations de certaines parties de cette histoire, notamment sur l'histoire des confréries et des fondateurs de ces confréries. Je crois fondamentalement que si le professeur Iba Thiam, que je connais très bien, que je salue au passage, s'est trompé parce que c'est la réalité. Mais il l'a fait de bonne foi. Franchement, je ne peux en aucun cas penser que c'est pour prêcher pour une chapelle, pour un cas ou pour un autre qu'il a fait. Non, il s'est trompé de très bonne foi. Mais jamais aussi dans l'histoire d'un pays, on ne peut avoir l'unanimité. Prenez tout simplement une bataille, la plus simple, la bataille de Dekhle. Vous verrez 3 ou 4 versions sur la bataille de Dekhle. Le comportement de Lat Dior. La bataille qui a vu la mort de Lat Dior. Voilà, où on parle de trahison. Voilà. Donc, un seul événement, on lui donne 3 ou 4 significations. A fortiori écrire l'histoire. Donc, donnons alors au professeur Iba Thiam et à l'équipe de scientifiques qui était avec lui, mais quand même une présomption de bonne foi. Cette poignée de main entre l'ancien et l'actuel chef de l'État, Macky Sall et Abdoulaye Wade, qui se sont retrouvés plusieurs années après, avec toutes les difficultés qu'il y a eu, difficultés notamment politiques et sans doute personnelles entre les deux hommes. Cette poignée de main, sur demande du Khalif des Mourides, sont-ils sincères, Abdoulaye Wade et Macky Sall? J'estime que cette poignée de main
est véritablement sincère. Et c'est d'autant que, bien avant cette rencontre, qu'est-ce qu'on disait de la part d'Abdoulaye Wade? On disait que son fils Kaïm ne voudrait en aucun cas que Abdoulaye Wade vienne à l'inauguration. Moi, j'ai dit que si le président Abdoulaye Wade s'était abstenu de ne pas venir, ça aurait été une catastrophe. Tout ce qu'il a fait, alors en tant que Taloubé, ce travail-là aurait été annihilé. Il a bien compris, il est venu. Le président Macky Sall a eu une posture irréprochable. Tout le monde a vu le fils et non le président de la République. Là, on est d'accord. Tout le monde a vu le fils spirituel. Il s'est rabaissé. Il a laissé de côté ses fonctions de président pour être, pour cet instant, le fils de Abdoulaye Wade. C'était beau. Je crois que chaque Sénégalais, je n'ai pas besoin de dire un patriote, tout le monde, personne ne peut critiquer la position du président, alors Macky Sall, ni aussi de Abdoulaye Wade. Maintenant, la question qui se pose, quid de l'avenir? Justement, vous connaissez les deux hommes, vous les connaissez pour avoir travaillé avec eux dans le même gouvernement. Quand Macky Sall était Premier ministre d'Abdoulaye Wade, vous avez été ministre du Travail, de la fonction publique et des organisations professionnelles. Et pour vous, au-delà de cette poignée de main symbolique devant les caméras, devant le khalife général des Mourides, il y aura un après? Avant même les fonctions ministérielles, à l'Assemblée, dans un premier temps, jusqu'en 2008, parce que j'ai fait 10 ans à l'Assemblée, mais on m'a taxé de pro-Macky. Vous savez ce qu'on disait? On disait que si le président Macky Sall voulait faire venir Kaïm Wade alors à l'Assemblée nationale, on a dit que c'était pour lui faire parler Wolof, et il ne savait pas parler Wolof. Vous savez ce qu'on a dit au président Abdoulaye Wade? C'est Babou qui est derrière tout ça. Billahi. Et le président Abdoulaye Wade, pendant près de 6 mois, il me traitait d'énergumène. Mais je savais que c'était les gens qui... Enfin, vous savez, la politique, c'est ça. Mais ce que je dois dire, c'est que j'ai été témoin. Pas de doute, pas de discussion. J'ai été témoin, au moins, de l'histoire. Un jour, un vendredi, je me souviens, je prends à témoin les gens qui sont vivants. Ibader Thiam, comment il s'appelle encore le Sow là, l'ancien ministre Ali Sow, Bala Moussa Dafé et Feu Latif Gueye sont venus apporter le message du président Macky Sall, alors président de l'Assemblée nationale, chez lui. Moi j'y étais. Avant de partir, il m'a dit Togol. Je suis resté. Ibader est venu, le professeur, il a fait son laïus. Feu Latif a fait son laïus. Ali Sow, Bala Moussa Dafé. Vous savez le message qu'ils ont amené? Ils ont dit que Abdoulaye Wade n'est Macky Sall, dès que Macky Sall démissionne comme président de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'a répondu le président Macky Sall? Non, je ne démissionnerai pas. Et ça a duré comme ça pendant presque 2 ans, ils sont partis. Quand moi je voulais alors rentrer chez moi, le président Macky, alors le président il m'a dit Babou Togol, Matok. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ce que le président Wade veut me faire faire, je ne le ferai pas. Je ne démissionnerai pas sous la pression. Et le président Macky Sall de me dire, vous savez, moi je suis encore jeune. Je peux même après continuer mes études. C'était une prévision. Mais me forcer la main, je ne le ferai pas. Billahi, ce jour-là, j'étais fier du président Macky Sall. On était alors du même bord. Il est advenu ce qu'il est advenu. Vous le savez bien.
Il dit qu'il ne démissionne pas sous la pression. Oui. Il l'a fait quand même sous une autre forme parce qu'il a justement quitté ses fonctions de président de l'Assemblée nationale parce qu'on a changé les règles du jeu concernant l'élection du président de cette institution. C'était une autre forme de pression du genre quitter le poste parce qu'on va dérouler la machine sur vous. Voilà, qui a changé les règles du jeu? C'est le pouvoir du président Abdoulaye Wade. Tout à fait. Mais pas de Macky Sall. Pour amener l'élection à 1 an, et comme ça, on le vire. Mais c'était là aussi la chance du président Macky Sall. Parce que figurez-vous, cette période où le président Macky Sall s'est rendu à la présidence et on a voulu le fouiller. Les relations entre les deux hommes, Macky Sall et Abdoulaye Wade, avec toutes les tensions qu'il y a eu, pensez-vous que leurs relations peuvent se refaire vraiment après cette rencontre de Massaly Kaldjinan? Je suis convaincu que les relations peuvent se refaire, mais il faut être précis. La donne nouvelle, ce ne sera pas avec Abdoulaye Wade, mais Karim Wade et Macky Sall. En quoi faisant? C'est là où je veux développer un peu. Ce qui est souhaitable, c'est que le pays retrouve une paix durable, une entente entre ses fils. Mais il y a des obstacles. Prenons le cas de Karim Wade. Moi, je ne peux pas imaginer, personnellement, en 2024, que Karim Wade ne puisse pas présenter sa candidature à la présidentielle. Mais il y a des blocages. Son état actuel, il a été condamné, gracié. Mais tout le monde connaît les conséquences de la grâce. Les conséquences de la grâce, c'est que vous ne purgez pas votre peine, mais les interdictions sont là. Les intérêts civils, les interdictions. Donc, si la situation reste en l'état, Karim Wade ne pourra pas se présenter. C'est même dans le cas de Khalifa Sall. Khalifa Sall, même si on le gracie. C'est le grand oublié de Massaly Kaldjinan. Oui, même parce que je ne suis pas de son bord, mais Khalifa a été digne. S'il a refusé d'écrire la grâce, de demander la grâce, mais il a raison. N'est-ce pas qu'en son temps, comme je l'ai raconté tout de suite, le président Macky Sall a refusé d'être humilié par Abdoulaye Wade? Donc Khalifa a raison. Lui aussi de dire, je ne demande pas la grâce. Et même si on lui accordait la grâce par la seule volonté du président, ça ne règle pas son problème. Pour le cas de Karim, les gens se trompent. Ils disent que le procès de Karim doit être révisé. C'est absurde. La révision d'un procès obéit à des conditions et la loi est claire. Il faut un élément nouveau que s'il avait été pris en compte, le procès ne serait pas déroulé comme il l'a fait. Est-ce qu'il y a un élément nouveau? La CREI a jugé Karim en fonction des règles de droit. Donc, la décrispation, je le dis, et j'y crois fermement, ne peut passer que par une amnistie. Parce que l'amnistie efface tout. Mais attention, de quelle amnistie il s'agira? Croyez-vous que le président Macky Sall va amnistier Karim Wade, va amnistier Khalifa Sall, et demain pour lui? Et demain, il va finir en 2024? Oui, justement. On y viendra. Mais je termine mon idée. Oui. Il ne le fera jamais. Ce que moi, je recommande, une amnistie générale, à la manière de l'affaire, vous vous souvenez? Maître Babacar Seye. Maître Babacar Seye. Un peu une loi Ezzan bis. Ça veut dire une amnistie qui va permettre à Khalifa d'être propre, complètement, Karim Wade idem, mais aussi permettre au président aussi Macky Sall d'assurer ses arrières. Parce que s'il n'amnistie pas certains faits... Ça veut dire quoi, assurer ses arrières pour Assurer ses arrières, il ne faut pas que demain non plus, si on veut une entente totale, que ça se retourne contre, par exemple, le frère du président Macky Sall. Et tout cela sur le dos du citoyen? Malheureusement. Malheureusement. Alors, on ne fait pas des omelettes sans casser deux. Une amnistie générale viserait tous ces faits-là, engloberait tous les faits, pour que véritablement qu'on puisse tourner une page dans notre pays, que nous puissions tous travailler, parce qu'on ne travaille pas, Babacar. Même, je suis d'accord, hein, parce qu'amnistier à l'une salle, si d'abord
il y avait condamnation. On n'en est pas là. Hein? Il n'a pas été inculpé ni rien. Mais je sous-entends, si une information était ouverte, qu'il y aurait des charges suffisantes contre Aliou Sall, qu'on l'aurait traduit devant les tribunaux, condamné pour amnistie. Ça, c'est même impensable. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas une amnistie générale dans ce pays, ce sera toujours la même chose. On va revenir, Babacar, je ne te cache pas, on va revenir sur les mêmes faits. Il n'y aura pas de concorde dans ce pays. Mais il y a d'autres pays non réussis. S'il n'y a pas d'amnistie générale, premier élément, ou une véritable entente, comme dans certains pays, vérité et réconciliation, où on ne poursuit personne, mais au moins qu'on lave le linge en famille. Là, c'est une possibilité. Mais je me demande, est-ce que le dialogue national tel qu'il est conçu peut amener à ce résultat? Mais en tout cas, il faudrait que toutes les parties aient des garanties. Voilà, toutes les parties, sans exclusion, camp présidentiel comme opposition, pour qu'on puisse aller en 2024 dans la paix. Mais encore une fois, je le dis, je ne peux pas m'imaginer les élections de 2024 sans Karim Wade, sans Khalifa Sall. Justement, Khalifa Sall, Karim Wade, s'ils effectuent leur retour dans le champ politique, ça pourrait gêner les ambitions du camp Macky Sall. Gêner les ambitions du camp Macky Sall, là, je crois que je ne suis pas le seul à me poser des questions. Vous-même, vous posez des questions. Qui après Macky Sall? Qui après le président Macky Sall en 2024? Peut-être lui-même, un troisième mandat, on ne sait jamais. Ah non, c'est exclu. Ça aussi, les gens ne savent pas. Et je suis bien placé pour le développer. Ce problème de troisième mandat avait été réglé depuis le temps du président Wade. Et la dernière réforme constitutionnelle clôt le débat. Vous le savez, le président Wade voulait un troisième mandat à cause de l'ambiguïté, je crois que c'est de l'article 27, hein, je le dis à tue-tête comme ça parce que j'ai un peu oublié, c'était pas clair. Mais aussitôt après, un débat intéressant avait été soulevé. Et je crois, en toute modestie, je faisais partie de ces animateurs. Vous savez pourquoi? Au Sénégal, la forme républicaine ne peut pas être changée. Ça veut dire que personne ne peut y toucher. Personne ne peut dire maintenant, en disant que oui, il nous faut une réforme, Babacar Fall va devenir empereur. Non, c'est fini. La forme républicaine ne peut pas être changée. Et moi, je fais partie, quand j'étais à l'Assemblée nationale, des acteurs qui pensaient que si on mettait dans la Constitution que alors les deux mandats revêtiraient cette force, c'est-à-dire pas de changement, que personne ne puisse changer ça, le problème aurait été réglé. Eh bien maintenant, la dernière réforme a intégré personne ne peut plus faire deux mandats consécutifs. Le mot est clair, consécutif, mon yutakalo. Et le président Macky Sall, sous l'empire de cette nouvelle constitution, a déjà fait un mandat. Il a un deuxième mandat, donc ça ne se discute pas. C'est un débat d'intellectuels, mais jamais, au grand jamais, le président Macky Sall ne se présentera pour un troisième mandat. Évidemment, vous allez dire que oui, avant, il avait 7 ans et il avait promis de ramener à 5 ans. Mais c'est différent. C'est qu'avant, il avait 7 ans. La jurisprudence qu'a Abdoulaye Wade. C'est différent. Avec la nouvelle constitution, dès lors qu'on pose comme principe intangible 2 mandats constitutifs, ce n'était pas le cas d'Abdoulaye Wade. J'ai même écrit un article. J'étais le défenseur aussi à l'époque de président Abdoulaye Wade. C'est moi qui ai présenté son dossier à la présidence de la République. C'est moi qui l'ai constitué. C'était des ambiguïtés et les constitutionnalistes à l'époque ont joué sur ces ambiguïtés. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est 2 mandats constitutifs. Point barre. Donc, personne ne peut, quels que soient d'ailleurs les arguties juridiques et les raisonnements intellectuels, dire que le président Macky Sall pourra se présenter pour une troisième fois. C'est impossible. À moins de changer la Constitution. Ah, il ne l'aura pas. Non, il ne l'aura pas. Donc, nous allons vivre un 23 juin pire encore. Un mauvais souvenir pour vous, le 23 juin 2011, l'incendie d'un de vos véhicules, tout le matin. Oui, le 23 juin, j'étais le président de la commission de loi. Je me souviens d'avoir eu beaucoup d'émotions. Vous étiez chez moi à 6 heures. On a incendié une partie de ma maison, mais ceux qui l'ont fait n'ont rien compris. Babacar, ceux qui ne savent pas, et je prends le président Mamadou Seck à témoin,
Je prends Doudou Wade à témoin. Président de l'Assemblée en son temps. Oui. J'ai été le premier à dire au président Mamadou Seck, à la fin des travaux de commission, Président, si vous présentez ce projet, c'est l'article 13, il s'appelle le projet constitutionnel numéro 13, si vous le présentez à l'Assemblée le 23 juin, le président sera désavoué. C'était le mercredi 22. Le président Mamadou Seck a immédiatement appelé à la présidence. Le président de la République nous l'a reçu le mercredi 22 juin. Mamadou Seck, moi-même, Doudou Wade et Ousmane Ngom nous a rejoints. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, on se pose des questions. Que faisait là-bas Ousmane Ngom? Parce qu'il n'était pas le ministre du tutelle. C'était Cheikh Tidiane Sy. On ne l'a pas vu, c'est Ousmane Ngom qui est venu. Ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom. Ah ouais. Quand monsieur le président là, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dit, monsieur le président, les Sénégalais ne sont pas d'accord avec votre projet. D'ailleurs, hier en commission, on en a débattu pendant 7 heures. Le président fait comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui a été dit? J'ai dit, c'est votre propre majorité. Parce qu'on était seuls. Et ce sont les députés de la majorité qui ont dit que nous. Je loue le courage du député de Joal, comment il s'appelle encore? Joseph Ndong. Mais Joseph Ndong était contre. D'autres personnes étaient contre. Moussassi. Ah non, je ne parle pas de Moussassi. Je dis que l'ima fait que là. Parce que on a écrit l'histoire du 23 juin, mais il y a le côté court, le côté jardin. Ce sera un autre débat. Il y a aussi El Hadji Diouf. Oh là là, je ne cite personne. Je cite ce dont j'étais témoin. Il se surnomme l'homme du 23 juin. D'accord. Ça ne regarde que lui. En tout cas, moi-même, je ne me surnomme pas l'homme du 23 juin, alors que je suis au cœur de l'événement. Je continue mon raisonnement pour dire au président, votre majorité pense que vous voulez voter cette loi pour votre fils Karim. Vous savez ce que le président a répondu? Il dit, ah bon? Mais si c'est comme ça, je vous envoie Viviane. Mais il y a quelqu'un qui était parmi nous, c'est celui-là qui a influencé le président de la République. C'était qui? C'était Ousmane Ngom. C'est Ousmane Ngom qui a dit, mais monsieur le président, c'est un bon projet. Hein? Il suffit d'augmenter tout simplement le pourcentage de 25, on peut aller à 33%, etc. Même Doudou Wade s'était tu. Même le président de l'Assemblée n'a pas soufflé mot. Je le dis sur mon honneur, Mangui Samadiap. C'est Ousmane Ngom qui a influencé le président Abdoulaye Wade. Et il a continué dans sa lancée et on a vu ce qui est arrivé. Il faut savoir écrire l'histoire. Ceux qui sont attaqués à moi ne savaient pas qu'en coulisses, je me battais pour que ce projet de loi ne soit pas présenté. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Voilà. C'est l'histoire. Mais il faudra qu'on écrive l'histoire. Mais il faut s'adresser à ceux qui étaient présents. Je peux louer le courage de Fatou Aïdara. Quand certains commençaient à avoir peur, le 23 juin, j'ai vu un député, un grand gueulard, d'ailleurs, qui a dit, Yen, Djoglen Demde, Nyom ministri Yobneni Seni Dom Khomofan, si on vous tue, ce sera perte et profit. Fatou Aïdara s'est levé en disant que yo y'a workat. Je le dis en français. En français, nous, ce que Abdoulaye Wade nous a demandé de faire, on le fera. Cependant, on a travesti l'histoire. Bon, bref, on peut continuer sur ça. Donc, le 23 juin, il faut écrire l'histoire. Voilà. On reparle de Macky Sall et de 2024, l'élection présidentielle. Vous avez soulevé la question tout à l'heure. Vous vous demandez, après lui, c'est qui? Je ne vois pas. Comment ça? Ah non, je n'ai pas vu. Je ne vois, moi, personne pour l'instant. Ni un homme, ni une femme. Ni un homme, ni une femme. Et alors, la stature d'un présidentiable même, je ne sais pas. Mais le pays regorge aussi d'hommes politiques, présidentiels. Il y en a, je ne cite personne. Mais j'ai mon idée que je garde, parce qu'il ne faut pas que je vous dise que j'ai déjà pris un temps. Non, pour l'instant, tout est noir. Mon cher Babacar, moi je veux revenir sur un point qui me pose problème. Vous ne voyez pas comment le pays est actuellement bloqué? Tout le monde le sent. Depuis la prestation de serment du président de la République, depuis la suppression du poste de Premier ministre,
on a l'impression que tout est bloqué et rien ne marche. Une erreur de la part de Macky Sall d'avoir supprimé le poste de Premier ministre, c'est une erreur. Tout est bloqué. Mais tout le monde se plaint. Hein? Le secteur économique, les hommes, le secteur privé, tout le monde se plaint. Mais moi... Un paradoxe quand il lance en même temps le concept du fast track. Ah voilà, eh bien, il ne pourra rien faxer, il ne pourra rien traquer. Parce que c'est une seule personne. Même moi qui vous parle, vous allez peut-être sourire, mais moi, le président Macky Sall m'est redevable. Moi-même qui vous parle, j'ai défendu le groupe Benno Bokk Yara en 2017 à Macky. Mais je l'ai dit en souriant, parce que jusqu'au moment où je vous parle, on ne m'a pas payé mes 12 millions. Pourtant, le président Macky Sall a donné des instructions. D'abord à Farba Ngom, qui m'a laissé traîner. Ensuite au Premier ministre Boun Dionne, qui m'a demandé de venir à Dakar pour rien du tout. Ce qui m'étonne surtout dans cette situation, pourquoi un président de la République ne se fait pas respecter par ses plus proches collaborateurs? Je ne comprends pas. Moi, jusqu'à présent, je suis bouche bée. Il donne des instructions. On s'est vu à Touba. Il a donné des instructions à Farba Ngom devant tout le monde. Farba Ngom me fait traîner jusqu'à minuit, 1h, il s'en va. Je le revois en Touba au moment où il devait saluer encore le khalife général. Je m'approche. Il se lève, on se salue. Je dis, hey, président, c'est un problème réglé. Il ne maîtrise pas son entourage, ses troupes, Macky Sall? Mais on a tout l'air. Il s'adresse à son premier ministre qui me dit, maître, venez lundi. Je viens lundi, il ne me reçoit même pas. Et jusqu'au présent, on ne m'a pas payé. Et cependant, c'est mon dû. Parce que j'ai défendu le groupe Benno Bokk Yakaar. Vous avez fait plus, vous l'avez soutenu Macky Sall à la dernière présidentielle. Je suis d'accord. Vous avez un parti politique qui s'appelle ALAL, Alliance pour l'alternance. Ouais. On ne peut pas s'appeler Alliance pour l'alternance et soutenir un candidat sortant d'une élection présidentielle. Non, en fait, là aussi je vais un peu dire quelque chose d'un peu irrationnel. Vous savez, ALAL, ça veut dire quoi? Alliance pour l'alternance. Dans mon entendement, Alliance pour l'alternance égale Allahu Alhamdu. C'est le sens que je donne à mon parti. Le sens qu'on lit, c'est Alliance pour l'alternance. Oui, tout à fait d'accord. Et vous avez soutenu le candidat sortant à la dernière présidentielle. C'est exact. Vous savez, le président Macky d'avant 2019 et le président Macky d'après 2019, c'est différent. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2019, depuis les élections? Depuis sa réélection Oui, c'est l'impression que les gens ont que ce pays est bloqué. Ce pays est bloqué, ça ne marche pas à tous les niveaux. Vous regrettez de l'avoir soutenu? Ah, évidemment. Ah oui, mais si on soutient quelqu'un, je me réfère de ce qui s'était passé. Mais son fameux, comment on l'appelle encore, son plan de développement là, pour Sénégal et les gens. Mais le PSE, on a senti bouger le PSE de 2012 à 2019. Mais dites-moi, qu'est-ce qui a bougé depuis les élections présidentielles jusqu'à maintenant? Rien. Le pays est bloqué. C'est ça la réalité. Mais comment sortir maintenant de cette situation? Alors, et je vais vous dire une chose, par expérience, il suffit qu'on aille à 2020 dans cet état, 2021, mais après on va préparer 2024. Et en ce moment-là, personne ne va plus travailler. Et quel sera le bilan du président Macky Sall en 2024? Voilà. C'est pourquoi c'est une inquiétude légitime. Comment trouver une solution pour se remettre au travail? Vous êtes dans quel camp actuellement? De la majorité ou de l'opposition? Ah non, je ne suis dans aucun camp. Je ne suis dans aucun camp. Mais je suis chez moi à Touba. C'est tout, je ne suis en aucun cas. D'ailleurs, je crois ne pas révéler un secret. J'ai été sollicité par le président Ousmane Sonko. Il m'a demandé de faire partie de son pool d'avocats pour attaquer justement l'affaire des 94 milliards de l'Assemblée, la commission parlementaire. On en a discuté pendant 25 minutes. Je lui ai dit que, Ousmane, je sais que vous avez raison. Parce que j'ai été le premier à monter au créneau en disant que la commission de l'Assemblée nationale ne devait pas publier les résultats. Elle a même commis un délit.
J'ai été le premier à le dire et je le confirme encore. Donc, il a raison sur ce plan-là. Mais qu'il ne pense pas que ces députés vont être traduits. Ça ne se fera pas. Ça, c'est clair. Vous avez accepté de défendre Ousmane Sonko dans ce dossier? Non. Je lui ai dit non. Je regrette. J'ai pris un peu de recul. Il a tout dit, mais non, ne serait-ce que pour coordonner. J'ai dit non. J'ai pris du recul par rapport à ça. Donc je ne l'ai pas défendu. Et toutes les démonstrations faites par Maître Elhadji Diouf, votre confrère avocat de Mamour Diallo dans cette affaire, vous avez bien regardé, ça vous convainc, vous êtes convaincu? Malheureusement, je n'ai pas regardé. Mais pour en terminer à Sonko, j'ai été le premier à le soutenir quand il a été radié dans la fonction publique. J'avais été invité, je ne sais pas si c'était vous ou une autre télévision. J'ai dit que moi j'ai été ministre de la fonction publique. Je sais comment on radie un fonctionnaire. Les conditions n'ont pas été respectées. C'est la même chose aussi avec Nafi Ngom Keïta. Quand elle a été enlevée, on n'a pas respecté. D'où encore un autre combat. Pour elle, on avait dit que son mandat était terminé. Non, la procédure n'était pas bonne. Encore une fois, ça pose le problème, un autre problème important, l'institution qu'est la justice. Vous savez, Barack Obama avait dit, nous, on n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Vous voyez? Les institutions ne sont pas fortes dans ce pays. L'Assemblée nationale, vous savez comment elle est? Voilà, toujours abonnée absente. Hein? La justice, dans une certaine mesure, est capable de manipuler à sa guise certains magistrats. Mais heureusement, il y a d'autres magistrats qui sont courageux. Et je cite l'exemple du président de l'UMS, le président Téliko. C'est lui qui a osé, dans l'affaire des médicaments, d'écarter le décret de grâce que le président Macky Sall avait pris au profit de Mamadou Wuri Diallo pour condamner ce même Mamadou Wuri Diallo à 5 ans de prison avec mandat d'arrêt. Oui, cette affaire de saisie de faux médicaments à Touba d'une valeur de 1,335 milliard de francs CFA. Moi, j'étais l'avocat de l'ordre des pharmacies. Vous êtes avocat de la partie civile dans cette affaire. 7 ans, et à Thiès. 7 ans de prison ferme pour Barasila. 5 Son ans. Complice Amadou Wuri Diallo, 5 ans, de nationalité guinéenne, qui avait donc de façon surprenante bénéficié d'une grâce présidentielle avant même la tenue du procès en appel. Tout à fait, vous avez raison. Comment expliquer ce dysfonctionnement? C'est le président Macky Sall qui avait pris le décret de grâce. Alors que celui au profit de qui cette grâce a été prise avait déjà relevé appel. Or, pour bénéficier d'une grâce, il faut terminer les voies de recours. Mais le président de la République aussi s'en est expliqué. Il a dit que sa religion a été surprise. Enfin, excuse-moi l'expression, c'est comme ça qu'on parle nous, les avocats. Ça veut dire qu'il a été trompé. Il a reconnu avoir pris ce décret de grâce anormalement et il avait promis de faire le ménage au niveau qui devait s'occuper de ça, mais il n'a rien fait, encore une fois. Pas de sanction après ça. Pas de sanction, aucune sanction. Et nous, on avait compris que, eh bien, Mamadou Wuri Diallo, surtout que, on a appris que c'était un trafiquant notoire, que la douane était à ses trousses, qu'il est impliqué dans plusieurs affaires, donc c'était un scandale. Et on a compris que Mamadou Wuri Diallo avait été protégé. La Cour d'appel de Thiès, en tout cas, l'a écarté avec beaucoup de courage, je le répète. Et a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Et dans cette affaire, vous avez toujours dénoncé le fait que les commanditaires présumés n'aient pas été inquiétés jusqu'ici. Vous avez raison. Qui sont ces commanditaires? Voilà, non, j'en viens. Qui peut réunir 1,350 milliard. Vous savez comment ça s'est passé? Les gens se sont cotisés. Même dans les camions saisis, 2 camions d'une valeur de 1,350 milliard, nous avons vu des paquets pour Massamba, des paquets pour Mademba. Donc c'est pourquoi j'ai dit de façon aussi flagrante? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'était une mafia. À Touba, il y a au moins 400 ou 600 magasins qui stockent des faux médicaments. Comme vous stockez chez vous votre sac de riz. Qui peut imaginer des médicaments vendus dans la rue dans cet état? Des gens tuent. L'OMS a sorti une étude pour dire qu'en Afrique, 800 000 Africains mouraient chaque année à cause des médicaments de la rue. Et malheureusement, c'est l'État
qui ne prend pas ses responsabilités. Parce que c'est à Touba? Oui, je dis, je répète et j'assume mes propos. L'État hésite à intervenir à Touba. Touba est la deuxième agglomération. Mais l'insécurité est à Touba. La fête des deux jeunes. Ces enfants tués voilà. De façon atroce. Absolument. C'est l'insécurité totale. Et Touba est la deuxième agglomération. Plus de millions et des millions. On n'a pas les forces de police adéquates, ni les forces de gendarmerie. Et qu'on le veuille ou non aussi, il y a une certaine retenue à cause de cette force maraboutique. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Mais encore une fois, je répète, et ça me bat Tchekaou, Serigne Touba n'a jamais demandé à un talibé, ni à qui que ce soit, lors ce moromu talibé, tuer pour l'argent. Serigne Touba ne l'a jamais demandé à personne. Bien au contraire, quand il créait sa cité, il a dit que je voulais cette cité pour alors adorer Dieu, suivre les enseignements du prophète. Qu'est-ce que l'État doit faire pour ça? Aller discuter, par exemple, avec le Khalif sur des sujets aussi importants et extrêmement sensibles comme la vente de faux médicaments. Mais encore une fois, Babacar, il n'a pas à discuter avec le Khalif. Je vais vous dire pourquoi. Mais le Khalif lui-même donne des instructions. Il n'y a pas très longtemps, le grand Digel qui est sorti, vous vous souvenez? Non. Contre les produits illicites. Contre les mamans. Et les mamans, vous savez, les charlatans là, qui font de la publicité, d'ailleurs toutes les radios, alors je n'ose pas vous égratigner, mais toutes les radios font de la publicité des mamans. Les charlatans, je vends tel produit, vous n'avez pas d'enfant, vous allez avoir un enfant. Vous avez, je ne sais pas quelle encore maladie, hémorroïde interne, externe, mon produit, ces gens-là font lésion à Touba. Et ce sont les radios qui les relaient. Donc, le calife est toujours contre. Je vous donne l'exemple de l'ancien calife Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Serigne Abdoul Ahad, de son vivant, avait fait venir à Touba les gendarmes, la Légion, raser le marché Ocass. Quand ils sont intervenus, ça a provoqué l'ire des commerçants qui l'ont traité de tous les noms. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit que j'ai fait venir les gendarmes et les chiens ici, mais les chiens viennent chercher des chiens. À l'époque, c'est la même chose. Donc si, encore une fois, l'État a la volonté, personne ne va s'opposer alors au travail des forces. Mais faudrait-il quand même que l'État ait l'intention de le faire? C'est l'État qui, par peur, ne le fait pas. Même dans le dossier dont on a parlé, l'enquête la plus élémentaire, ça veut dire la perquisition au domicile de Barasila et de Mamadou Ourial n'a pas été faite. Et les gendarmes ont écrit noir sur blanc dans le PV. Dans l'enquête préliminaire. Dans l'enquête préliminaire. Tel nous a cité la maison de tel marabout, mais nous nous abstenons d'y aller. Donc les gendarmes eux-mêmes s'autocensurent. Il faut que ça cesse d'une manière ou d'une autre. Parce que ce n'est pas la volonté de Serigne Touba. C'est inquiétant, c'est grave. Oui, je le confirme. Moi-même qui vous parle, oui, j'ai été menacé, vous le savez. Vous savez la bourrie que j'ai eue avec l'autre Khadim Mbacké. Vous vous souvenez la dernière fois? C'était ça, il m'a dit Maître Babo attaquer les Mbacké. J'ai dit Maître Babo attaque certains Mbacké. C'est tout. On m'a proposé de l'argent. Je n'ai pas pris. Quelqu'un m'a dit Maître Babo, je vous entends parler. Yaa ngi wax. Mais xanaa xamul dossier bi mën nga cee am loo xam ni dootoo sax sol robu avocat. Et il n'a rien compris. Donc j'ai subi moi-même beaucoup de pression. Mais telle est la réalité. Je vis avec. Merci d'être passé devant le grand jury, Maître Abdoulaye Babou, ancien ministre, ancien député, avocat, bien sûr, et leader du parti politique Alliance pour l'alternance. Merci de nous avoir suivis. Abdou était à la régie.